Voilà, donc ça, c'est moi, hein, pour vous dire en quoi j'ai une légitimité à être présent parmi vous. Donc surtout un pédopsychiatre, médecin légiste, et je dirige l'unité d'accueil des mineurs victimes des Yvelines. On en parlera. Mais je vais vous présenter, au moins pour le début, un diaporama qui n'est pas le mien, parce qu'il est tellement bien fait, et parce qu'on a décidé ensemble, hein, avec Dr Berger et Gérard Lopez, de présenter ce diaporama sur ce qui se fait en Suisse, pour vous montrer ce qui ne se fait pas en France. Voilà. Donc, effectivement, hein, les experts qui s'occupent d'enfants en France sont souvent pas formés à l'enfance. Les experts qui s'occupent de la maltraitance en France sont souvent pas formés à la maltraitance. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juge quand il nomme un expert? Qu'est-ce que c'est qu'une mission d'expertise? Donc, on va parler de tout ça dans ce diaporama. D'abord, il faut nommer l'expert. Comment le juge choisit un expert? Ça reste du domaine du mystère. Alors, soit parce qu'il le connaît bien, soit pour ses compétences, je l'espère, soit parce qu'il est sur une liste, enfin bon, etc., etc. Mais comment sommes-nous sur des listes? Enfin, voilà, je vous laisse entrevoir tout ça, toutes ces choses qui sont extrêmement formalisées dans d'autres pays et qui sont un peu plus aléatoires chez nous. Donc, nommer l'expert, voilà, déléguer à l'expert la possibilité de contacter toute personne. On a ça, nous, hein, contacter tout sachant pour. Mais vous verrez que tout ça a un coût. Et comme le disent hein, certains experts, pour 250 € travailler 3 jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire, etc. etc. Donc c'est toute la problématique, c'est on ne met pas les moyens dans l'expertise, on ne met pas les moyens dans la formation des experts, et donc on a des difficultés que ne rencontrent pas les autres pays. La qualité de l'expertise va dépendre, hein, on l'a entendu tout à l'heure, de l'expert, bien entendu. Hein, on parlait tout à l'heure de la résilience, je voulais rebondir sur ce que disait mon collègue professeur. Le déni, est-ce une résilience? Le clivage, est-ce une résilience? Pourtant, c'est des gens qui font semblant, entre guillemets, hein, qui semblent aller bien. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut être formé à tout ça pour pouvoir l'exposer au juge hein, et à toutes les parties? Il faut avoir une activité clinique avec des enfants. Regardez hein, les experts qui sont nommés, quelle activité clinique ils ont avec les enfants. Il faut avoir suivi une formation d'experts avec une supervision. Peu de formation d'experts en France, et surtout d'experts pédopsychiatres. Alors là encore, hein, Paris Descartes est novatrice, hein, parce qu'un DU va voir le jour hein, sur cette formation. Et être supervisé. Alors regardez quels sont les experts supervisés, et vous allez tomber des nues. Dans l'unité qu'on a créée, hein, et là j'ai une psychologue hein, qui travaille avec moi dans cette unité d'accueil des mineurs victimes. On se réunit au moins une fois par mois, c'est pas beaucoup et beaucoup à la fois, le soir. Hein, personne n'est rétribué dans ces réunions pour discuter ensemble du travail qu'on fait dans notre unité et des réponses qu'on a amenées et de la cohérence hein, dans nos réponses. Être capable de faire des diagnostics, hein, il faut quand même être formé hein, à la psychiatrie ou à la psychologie. Bon, enfin, etc. On verra tout le long hein, de ce diaporama. Et donc, en Suisse, ils ont décidé, enfin, ils ont créé un diplôme de psychiatrie légale. Il y a un diplôme de spécialité de psychiatrie légale qu'on n'a pas en France. Hein. En France, on a un diplôme de spécialité de psychiatrie, un diplôme de spécialité de médecine légale, mais il n'y a pas de diplôme de spécialité de psychiatrie légale. Et je pense que ça manque beaucoup. On va, je pense, avec Gérard, hein, doté de ce diaporama pour aller prêcher la bonne parole et obtenir des facultés hein, que les psychiatres et les psychologues qui s'occupent d'enfants soient formés à ce travail. Voilà, donc la Suisse, hein, on parle de la Suisse, là on ne parle même pas d'un pays anglo-saxon qui ont une trentaine d'années d'avance sur nous, hein, on parle donc de la Suisse qui s'est dotée de cette spécialité et donc qui va permettre d'avoir des experts qui travaillent correctement, qui savent faire un examen psychiatrique d'expertise, c'est tout à fait particulier, qui savent examiner, prendre en compte hein, les dossiers des gens. On n'a jamais les dossiers des gens, on a parfois les auditions, mais on n'a jamais les dossiers, et qui sont capables d'une investigation irréprochable sur le plan professionnel. Les praticiens nous disaient que quand l'expertise n'était pas correcte, elle était renvoyée. Hein, c'est-à-dire que tu recommences ton boulot. Voilà, c'est un boulot dont on va voir qui prend entre 40 et 60 heures, quand vous savez que chez nous, il prend entre un quart d'heure et 2 heures.
un quart d'heure, parce qu'on sait que des fois, c'est un quart d'heure, une demi-heure, etc. Poser l'indication d'examen complémentaire, c'est des choses qu'on n'a pas la capacité de faire. Utiliser des renseignements tiers, hein, c'est-à-dire qu'aller chercher des renseignements, il y a tout un travail de recherche, repérer les traits de personnalité. Bon, alors, chez l'enfant, on sait bien que c'est plus des traits de fonctionnement et de comportement. Poser un diagnostic et le présenter de façon reproductible, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qui doit traduire quelque chose. Transposer des notions de droit, les experts doivent connaître des notions de droit. Or, à l'heure actuelle, beaucoup d'experts ne connaissent pas ces notions de droit. Moi, il m'arrive souvent, ne serait-ce que quand on voit des experts missionnés par le fonds de garantie, l'expert judiciaire dit c'est l'expert de la CIVI. Ce n'est pas l'expert de la CIVI, c'est l'expert du fonds de garantie, l'expert missionné par le fonds de garantie. L'expert de la CIVI, théoriquement, c'est lui. C'est lui qui est nommé par la CIVI. Vous voyez donc comment les experts, même reconnus, n'ont pas cette connaissance des notions de droit. Établir des expertises multidisciplinaires, travailler ensemble, c'est le credo de l'unité qu'on a mis en place dans les Yvelines, travailler tous ensemble autour de cet enfant, autour de ce mineur. Et venir expliquer les conclusions au tribunal. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de rendre un rapport avec des gens qui vont le lire et qui vont le lire comme ils veulent, parce que vous savez que les mots peuvent être employés de différentes façons, mais venir, comme on le fait aux assises, venir défendre son rapport et sa position, et notamment en présence des parents quand il s'agit de mineurs. Donc l'expert, une écoute, ce qu'on a entendu tout à l'heure, le manque d'écoute, l'expert écoute. L'expert n'est pas de parti pris. On aime, nous, différencier les rôles. On n'est pas officier de police judiciaire. On n'est pas là pour faire l'enquête. On n'est pas thérapeute non plus, mais voilà, on écoute. Il y a une empathie. On confronte, bien entendu. On est neutre. La neutralité, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est souvent pas observé. Moi, je vois des experts qui appartiennent plus ou moins à des sociétés, d'un côté ou de l'autre, et qui pourtant expertisent de façon neutre et impartiale, nous disent-ils. Bonne connaissance de la psychopathologie. Or, la psychopathologie de l'enfant, quand on n'en a pas fait, on ne peut pas la connaître. On a trop tendance à penser que l'enfant est un petit homme. Donc, on prend l'adulte, on divise par deux, et voilà, on dit c'est un enfant. Pas du tout. On est aux prises avec des éléments psychopathologiques tout à fait particuliers, et il faut en avoir une bonne connaissance. De la pratique judiciaire, il faut se positionner dans la conclusion, alors que relisez les expertises psychiatriques ou psychologiques en France, on se contente souvent de simples constatations, on ne se positionne pas, ce qui n'aide pas d'ailleurs à régler les choses, et préconiser des mesures. Il faut préconiser des mesures, relisez les expertises, et vous verrez qu'on préconise très peu de mesures dans les expertises, probablement parce qu'on ne fait pas partie du champ de l'enfance. Donc les expertises là-bas comme chez nous, civiles, pénales et autres, on a à peu près les mêmes champs d'expertise. Alors voilà ce qu'ils font différent de nous. Nous, quand on nous demande, le juge aux affaires familiales, voire même le procureur, de voir un enfant, on voit l'enfant. Il est rare qu'on voit la famille. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, et ensuite parce que ce n'est pas noté dans la mission. Donc, eux voient l'enfant et la famille. Ils vont évaluer à la fois chacun des parents, à la fois l'enfant, à la fois la relation de l'enfant avec les parents, à la fois la qualité de la parentalité, etc. Donc quelque chose d'extrêmement précis, dans un temps, on va voir, extrêmement long. Ils vont avoir accès au dossier, ils vont avoir des entretiens, et on va voir qu'ils ont 2, 3, 4 entretiens avec chacun. Vous savez que c'est vraisemblablement pas ce qu'on fait chez nous. Consulter des dossiers médicaux et sociaux. Alors chez nous, on est lié à ce sacro-saint secret professionnel qui nous empêche d'aller consulter les dossiers de nos collègues, ou à moins de le faire saisir par le juge, mais enfin c'est toujours assez compliqué. Donc on doit examiner le fonctionnement psychologique de l'enfant, des parents, les compétences parentales, la coparentalité, etc. On doit traiter de tout ça dans nos expertises. Les outils, forcément l'entretien clinique, l'observation de la relation parent-enfant, donc on sort un petit peu de notre cabinet,
les tests psychologiques, des entretiens avec des tiers, des entretiens téléphoniques, des entretiens de restitution. On a l'impression là de voir un peu ce que fait l'aide sociale à l'enfance, hein. Mais voilà, c'est fait là-bas aussi par le psychiatre dans cette compréhension des phénomènes que peut avoir le psychiatre. Au total, 40 à 60 heures de travail autour d'une expertise, qui est énorme, hein. Quand je vous l'ai dit, nous, c'est en moyenne entre une demi-heure et 2 heures. Donc il faut effectivement connaître le développement de l'enfant, psychologique, somatique, etc., en fonction de l'âge, hein. Et vous savez qu'on en a parlé tout à l'heure, l'expertise va être souvent la seule pierre, hein, au dossier. Il y a 2 pierres importantes au dossier. Il y a l'audition. Moi, c'est un peu mon dada, hein, c'est ce qu'on fait dans notre unité. L'audition des mineurs et l'expertise des mineurs. Souvent, il n'y a que ça, c'est parole contre parole. Et je ne vous dis pas que l'auteur est mieux expertisé, hein, c'est aussi entre un quart d'heure et 1 heure. Hein, donc lui aussi n'a pas toutes ses chances. Mieux on traite la victime et mieux on traite l'auteur, et mieux on fait notre travail pour tout le monde et on survictime moins. Et donc, il y a 2 choses importantes. L'audition. Il faut être formé à l'audition. Celui qui pratique l'audition, il a un poids extrêmement lourd sur les épaules parce que la suite va être conditionnée par cette audition. Or, dans nombre de cas, on voit bien que les auditions sont polluées, hein, par le discours de l'enquêteur ou d'autres discours. Et l'expertise, parce que l'expertise, c'est de la même façon, hein, c'est une des pierres du travail judiciaire, de la recherche de la preuve. On n'a souvent que ça. Autant bien faire ce travail. Donc, évaluer en fonction de l'âge, évaluer la capacité, la mémoire, le développement de l'enfant, sa façon d'entrer en communication, etc., etc. Rechercher les symptômes en lien avec le trauma. Vous voyez, tout à l'heure, le professeur nous a parlé d'une expertise qui avait retrouvé un stress post-traumatique pour un enfant qui avait subi des attouchements. Eh bien, pour moi, cette expertise, elle est critiquable. Il n'y a pas de stress post-traumatique. Il ne peut pas y en avoir. Stress post-traumatique, c'est le trauma. C'est la réalité de la mort, le réel de la mort. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc, c'est un enfant qui va présenter des phénomènes de stress chronique. C'est déjà largement suffisant vu tout ce qui va lui arriver dans son parcours de vie. Mais moi, si on me demande, parce qu'on me le demande en contre-expertise, que vaut cette expertise ? Stress post-traumatique, il n'y a pas. Vous voyez la façon dont on va survictimer cet enfant. Donc il faut un expert formé pour dire effectivement que pour avoir un stress post-traumatique, il faut avoir été confronté à la réalité de la mort. Il a un état dépressif, il a un stress chronique ou aigu, puis chronique en fonction de la répétition ou non, et c'est déjà largement suffisant. Je vous renvoie aux définitions classiques, hein, du stress post-traumatique, et c'est là-dessus qu'on se base, hein, forcément. On a des ouvrages de référence. Donc on va rechercher toute la symptomatologie, de façon bien entendu non suggestive, hein, c'est toute la pratique de l'expertise. Est-ce que les experts sont formés à l'audition, en tous les cas à la rencontre avec l'enfant, non suggestive? Combien on voit d'expertise où il dit « est-ce qu'il t'a fait une fellation ?» C'est fini pour moi, l'expertise est morte. Elle est à mettre à la poubelle, parce qu'il va dire oui ou non en fonction de c'est bien ou c'est pas bien que je réponde oui ou non. C'est un enfant. On lui a appris ça, hein. Il faut qu'il réponde bien. Voilà. Donc on va être amené à poser des questions de telle façon que celui qui va lire notre expertise va dire ça n'a pas été suggéré. C'est très important, parce que c'est là-dessus que les choses vont être cassées, sur cette suggestion. Il faut que les experts, notamment, mais tous les intervenants près de l'enfant, soient formés. On va mettre en place, hein, avec la voix de l'enfant, une formation pour pas pour les officiers de police judiciaire, ça c'est déjà fait, mais pour toutes les personnes qui sont chargées de recueillir la parole de l'enfant, notamment en amont du signalement, pour que ce signalement ne soit pas cassé. Moi j'ai vu en cour d'assises, hein, où l'avocat de la défense dit « oui mais là, la psychologue ou le médecin ou l'assistante sociale a posé telle question, c'est fini. C'est quelque chose qui a été pollué, c'est suggéré. » Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. Évaluer la maltraitance dans tous ces domaines. Donc on a vu, hein, la maltraitance, commission des actes et omission des actes, hein, pour le bien-être de l'enfant dans toutes ses dimensions. Bon, tout ça, vous le retrouverez. Bon, les tests, hein, psychologiques de l'enfant, donc les tests de niveau, bien entendu, hein, c'est important de temps en temps, bien que cliniquement, déjà, on arrive à se repérer. D'autres tests aussi, notamment les tests d'évolution de la personnalité de l'enfant sont importants, bien que
Voilà, moi je crois à ça et elle l'écrit aussi. La clinique prime. Le test, il vient conforter une impression clinique. L'évaluation des parents, quand on voit un enfant, normalement on voit un parent, on le sait dans notre pratique de pédopsychiatrie habituelle, ce qu'on ne fait pas en expertise, parce que ce n'est pas demandé, et que quand on ne nous le demande pas, en France, on ne peut pas le faire. On doit répondre à nos questions, rien que nos questions, que la question, enfin bon, etc. S'il n'y a pas marqué examiner les parents, ou rencontrer les parents, ou n'importe quoi qui fait qu'on va voir les parents, on est un peu coincé. Et quand on les voit, on ne sait pas bien dans quel cadre on les voit, on ne sait pas bien comment leur expliquer que tout ce qu'ils vont dire peut être retenu, enfin bon, etc., que ça va être écrit dans le rapport. Et un parent qui vient en nous disant « mais moi, mon enfant, de toute façon, il ment souvent, si moi je l'écris tel quel dans le rapport d'expertise, c'est fini, c'est même pas la peine que je rende mon expertise. » Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait et à comment on le fait. Alors, comme on est un peu pressé, je vais arriver à tout ça, on l'a dit un petit peu, les compétences, etc. On va arriver à ce qu'on a mis en place, ou à ce qu'on essaye de mettre en place dans notre faculté. Bon, le travail pluridisciplinaire, je vous l'ai dit, qui, dans les expertises, a appelé le pédiatre, qui a appelé le médecin traitant, qui a appelé les autres thérapeutes de l'enfant, etc., etc. C'est un temps infini, ça prend du temps. Nous, on le fait au sein de l'unité parce qu'on a ce temps, vu qu'on est dans une dynamique de service public, donc on offre ce temps, mais c'est souvent pas un travail qui est fait parce que le temps de l'expert est extrêmement compté en France. Tout n'est pas de la faute de l'expert. Le temps de l'expert en France est extrêmement compté à travers la façon dont on va le former, la façon dont on va le payer, etc., etc. Bon, la rédaction du rapport, le rappel des faits, l'anamnèse, l'observation, les entretiens, la discussion, la réponse aux questions. Dans les rapports qui rendent, ils discutent du fonctionnement psychologique du père, de la mère, de l'enfant, des rapports entre l'enfant, le père et la mère, entre le couple, de la parentalité. Ils discutent des difficultés que rencontre chacun, voire même de la psychopathologie. Et ils concluent. Donc, 2 à 3 consultations par expertisé, vous voyez, c'est quand même impressionnant. 10 entretiens pour un enfant. Regardez autour de vous ce qui est fait en France, ce n'est pas tout à fait ça. Entretien téléphonique en moyenne 5. Un entretien téléphonique, c'est long. Nous, quand on téléphone à un médecin ou à un psychologue traitant, moi, ça me prend au moins une demi-heure, 40 minutes. Il faut quand même avoir du temps. Lecture du dossier, etc. Donc, 40 à 60 heures. La sacro-sainte discussion sur l'impact thérapeutique. Alors, vous savez qu'en France, c'est assez décrié. L'expertise n'a pas d'impact thérapeutique. Ce n'est pas une thérapie, bien sûr, ce n'est pas une thérapie, mais ça a un impact thérapeutique. Ça peut être la première fois que l'enfant rencontre un psychiatre ou un psychologue. Et puis, voilà, il va être écouté, il va être entendu. Et on préconise des mesures. Donc, à partir de là, on est quand même dans une dynamique un peu thérapeutique. Voilà, donc ce que je viens de vous raconter. Donc, elle fait de la pub pour ce qu'ils ont mis en place, et elle a raison. Donc, un titre de spécialiste en psychiatrie forensique, psychiatrie médico-légale, qu'on n'a pas en France. L'interface entre le psychiatre et la justice, c'est un auxiliaire de justice. C'est comme l'expert en France. Qualité d'écoute. J'en ai rencontré beaucoup des experts. Ce n'est pas la plus grande qualité. Gérard, tu es d'accord avec moi? Qualité d'écoute, qualité humaine, qualité de la connaissance en psychiatrie de l'enfant, etc., etc. L'entretien de restitution est fondamental. Nous, on rend le rapport et basta. À moins qu'on passe aux assises, c'est terminé. L'entretien de restitution est fondamental parce que c'est là que l'autre est confronté à ce qu'a pensé un tiers qu'est l'expert. Bon, l'impact thérapeutique de l'expertise, une bibliographie. Et donc, avec Gérard et puis le professeur Hervé, on met en place ce diplôme, et Maurice Berger, on met en place ce diplôme universitaire d'expertise en pédopsychiatrie et en pédopsychologie légale. Je pense que c'est le premier en France, pour que les experts soient formés au travail avec l'enfant.
Voilà les objectifs qu'on s'est fixés, connaître le développement de l'enfant, ses compétences, ses aptitudes à un moment donné. Les techniques d'audition non suggestives, parce qu'on va les utiliser dans le travail qu'on va faire avec l'enfant. Les conséquences des maltraitances, parce que forcément, on va les rechercher, de façon non suggestive, mais on va les rechercher. Repérer les troubles de la parentalité, parce que c'est quand même un des facteurs de la maltraitance. Les troubles du comportement de l'enfant, connaître la pratique de l'expertise, enfin bon, etc. Savoir répondre de façon optimale à une mission d'expertise. Ce n'est pas ce qui est fait à l'heure actuelle en France. Donc, c'est un diplôme universitaire qui s'intègre dans l'enseignement de la médecine, mais on va toucher médecins, psychiatres, psychologues, on va essayer de former tous les professionnels qui sont au centre de l'expertise du mineur. Bon. Les thèmes qu'on va développer dans ce diplôme, je crois qu'on a calculé 158 heures de cours théoriques et une trentaine d'heures de travaux pratiques, notamment de travaux pratiques avec des experts dans des unités où sont pratiquées ces expertises. Donc les thèmes tournent autour du développement de l'enfant avec des spécialistes du développement de l'enfant, la parentalité, les troubles de la parentalité, les textes légaux en psychiatrie, parce qu'ils ne sont pas connus, notamment des experts, la maltraitance, parce qu'elle est mal connue. On a vu avec le MOC qui a été mis en place par Descartes aussi, il y a entre 1 et 2 mois, que les questions qui ont pu être posées dans cet enseignement à distance, qui prouvent bien, et par des professionnels de l'enfance, qui prouvent bien que certaines questions sont mal connues de ces professionnels de l'enfance. Le travail autour des victimes, le travail autour des auteurs, parce qu'on a bien vu, je pense que, je ne sais pas si je ne l'ai pas entendu dans le diaporama que vous avez montré, effectivement, on voit comment on peut passer de maltraité à maltraitant dans la cellule intrafamiliale, mais il n'y a pas que ça. Prévenir la maltraitance, c'est aussi prévenir la criminalité. C'est des enfants qui vont s'intégrer dans une dynamique, qui peuvent s'intégrer dans une dynamique de criminalité autre que la maltraitance. Ils peuvent commettre des actes légaux autres que la maltraitance. Donc c'est aussi une prévention, d'une certaine façon, une prévention de la criminalité. Et donc je voulais revenir sur ce qui a été dit un peu dans la matinée, parce que je n'ai pas pu rebondir dessus. Les chiffres, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure à travers l'étude, les chiffres qu'on a entendus à travers le discours du professeur de pédiatrie, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va nous permettre de convaincre le payeur. Le payeur, si on arrive en lui disant « oui, mais il y a des enfants qui ?» On va dire bah, « t'es gentil, tu reviens demain. » Voilà. Donc le payeur, on va lui dire « il y a tant d'enfants et ça coûte tant ». Il n'entend que ça. Autrement, il ne fait pas. Donc les chiffres, c'est extrêmement important. La résilience, moi, c'est un concept que j'ai des difficultés avec parce que ça me semble vouloir dire, en tous les cas quand on l'interprète mal, qu'on n'est pas tous égaux, ça envoie peut-être des messages un peu de difficultés que peuvent rencontrer les uns, pas les autres, etc. Moi, je travaille de façon complètement différente. Il faut prendre en charge les enfants très tôt, il faut découvrir, il faut parler. D'où l'intérêt des questions. Cette étude, elle est extrêmement importante parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont posé des questions. Posons des questions, tout simplement. Avez-vous été victime de violence? Dans chacune de nos consultations. Quand je vois un amphithéâtre comme celui-là, je pose la question aux femmes qui sont présentes dans cet amphithéâtre parce que, au moins, elles rencontrent leur gynécologue de façon régulière, l'homme en général moins quand même. Et donc, c'est des femmes qui vont rencontrer très tôt un médecin et je leur demande, est-ce que ce médecin, spécialiste de la femme, vous a posé au moins une fois la question de savoir si vous avez été victime de violence? Et 100% des femmes me disent, bah non. Voilà. Pour vous dire, juste poser la question. Alors, pour revenir à des histoires de guerre, 98 ans, dépressive, etc. Et moi je la rencontre pour sa dépression. Et donc, je fais mon truc classique, vous buvez de l'alcool, vous fumez, enfin bon, etc. Vous avez été victime de violence, je fais mon truc d'interrogatoire psychiatrique, non, 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 enfin non, etc. Et puis, troisième consultation, elle vient me voir et elle me dit, vous m'avez posé une question la première fois, je ne vous ai pas répondu. Moi, je tombe un peu des nues, parce que j'étais dans mon optique autre.
Oui, j'ai été victime de viol quand j'avais 15 ans, par mon grand-père, ou je ne sais plus. Et à partir de là, elle me décline toute sa vie de femme, de 15 ans à 98 ans, où elle n'a pas pu se marier, où elle n'a pas pu avoir d'enfants, etc., etc. Et en me disant, je n'en ai jamais parlé. Alors oui, je lui posais la question toute bête, mais pourquoi? Alors j'attendais la honte, la culpabilité, etc., hein, ce qu'on entend. Eh ben non, parce qu'on ne m'a jamais posé la question. Voilà. Donc, merci de votre écoute.